Je m'appelle Henri, j'ai 34 ans. Et à Noël dernier, mon propre frère m'a tendu un test ADN devant 50 personnes juste pour prouver que je n'appartenais pas à la famille. Avant de vous raconter le moment où il s'est retrouvé à genoux, suppliant mon aide, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. La neige tombait fort cette nuit-là. C'était l'un de ces hivers amers et mordants où le vent vous traverse le manteau et s'installe dans vos os. Mais alors que je tournais mon Ford F-150 déglingué dans la longue allée sinueuse du domaine Sterling, le froid extérieur n'était rien comparé au froid qui m'attendait à l'intérieur. J'ai garé mon camion tout au fond, près des haies. Il avait l'air ridicule là, une tache bleue rouillée au milieu d'une mer de luxe. Il y avait la Rolls-Royce Cullinan flambant neuve de ma mère, scintillant sous les projecteurs comme un énorme diamant. Et juste à côté, criant pour attirer l'attention, se trouvait une Lamborghini Urus rouge vif. La voiture de Léo. Bien sûr, elle était rouge. On aurait dit un traîneau sous stéroïdes, garé agressivement en biais, occupant de place. Ma femme Sarah m'a serré la main. Elle portait une simple robe verte qu'elle avait achetée en solde. Et elle était plus belle que n'importe qui d'autre qui serait dans cette maison. « Tu es prêt pour ça ?» a-t-elle demandé, la voix douce. Autant que je le serai jamais, ai-je marmonné. Entrons, disons joyeux Noël, mangeons de la nourriture dont nous ne pouvons probablement pas prononcer le nom et partons. Nous avons monté les marches en pierre. Je pouvais entendre la musique avant même que la porte ne s'ouvre. Une version jazz de « Jingle Bell » qui sonnait trop cher pour être festive. Le majordome, un homme que je connaissais depuis mon enfance, mais qui me regardait toujours comme si j'étais un livreur, a ouvert la lourde porte en chêne. « Maître Henri » a-t-il hoché la tête, évitant à peine mon regard. « Joyeux Noël, Jenkins » ai-je dit. Il n'a pas répondu. Le hall principal était suffocant. Il sentait les aiguilles de pin, le scotch cher et le vieil argent. Un sapin de 3,5 mètres dominait le hall, drapé de rubans dorés et d'ornements en cristal qui coûtaient probablement plus cher que mon camion. En dessous se trouvait une montagne de cadeaux, et il y avait Léo. Mon jeune frère se tenait près de la cheminée, tenant un verre en cristal de liquide ambré. Il portait une veste de smoking en velours qui porte du velours à un dîner de famille. Léo Sterling, voilà qui. Il tenait la cour, entouré des amis de ma mère et de quelques partenaires commerciaux de l'entreprise. Il ressemblait au prince du château. J'ai essayé de me faufiler vers le buffet, mais le radar de Léo était trop bon. Henri, sa voix a retenti dans la pièce. La musique de jazz a semblé baisser juste pour que tout le monde puisse l'entendre. Le charpentier prodigue est de retour. Je suis architecte paysagiste, mais Léo adorait m'appeler charpentier, jardinier ou terrassier, selon la quantité de scotch qu'il avait bu. Il savait que ça m'agaçait, non pas parce que j'avais honte de mon travail, je construisais des choses qui duraient, contrairement à lui, mais parce qu'il l'utilisait pour rappeler à tout le monde que je travaillais de mes mains tandis qu'il travaillait avec les siennes. J'ai forcé un sourire, le genre qui fait mal aux joues. Joyeux Noël, Léo. Jolie veste. Très festive. Il s'est approché, ses chaussures en cuir italien claquant sur le marbre. Il a posé une main sur mon épaule. Lourde et condescendante. C'est du sur-mesure, Henri. Mais ne t'inquiète pas des détails. Je suis juste content que tu aies pu venir. Nous parions sur le fait que ton camion démarrerait par ce temps. Une vague de rire poli et cruel a traversé le cercle de sycophantes autour de lui. Ma mère, Eleanor, se tenait près du piano. Elle tenait une coupe de champagne, l'air élégant et figé. Elle n'est pas intervenue. Elle ne le faisait jamais. Elle a juste pris une gorgée de sa boisson et a détourné le regard, ajustant son collier de perles. Le camion roule bien, Léo, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Sarah et moi sommes juste ici pour présenter nos respects. Des respects? C'est une fête, pas un enterrement, a ri Léo, mais ses yeux étaient morts de sérieux. En parlant de fête, tout le monde, rassemblez-vous. J'ai une annonce spéciale à faire. Mon estomac s'est noué. Sarah a agrippé mon bras. Allons-y, a-t-elle murmuré. Nous n'avons pas besoin de ça. Attends, ai-je dit. Je ne pouvais pas fuir. Pas encore. Léo s'est tenu sur le foyer surélevé de la cheminée. Il a levé son verre. Comme vous le savez tous, l'année a été difficile depuis le décès de papa. Mais sous ma direction, Sterling Enterprises a connu son meilleur trimestre à ce jour. C'était un mensonge.
Je savais pertinemment qu'il avait mis en hypothèque 3 propriétés juste pour maintenir un flux de trésorerie positif. Mais personne ici ne se souciait des bilans. Il se souciait du spectacle. Mais ce soir, a continué Léo, ses yeux se fixant sur les miens, il s'agit de famille et d'honnêteté. Vous voyez, en grandissant, Henri ici s'est toujours senti différent. N'est-ce pas, Henri? Tu aimais la terre. Nous aimions les salles de conseil. Tu aimais le silence. Nous aimions les projecteurs. Papa était toujours si dur avec toi. Et tu n'as jamais compris pourquoi. La pièce est devenue silencieuse. L'air semblait raréfié. Alors pour Noël, Léo a attrapé derrière l'immense arbre et a sorti une petite boîte rectangulaire emballée dans du papier de velours rouge foncé. Je t'ai acheté quelque chose pour éclaircir la confusion. Un cadeau de clarté. Il s'est approché et a poussé la boîte contre ma poitrine. J'ai dû l'attraper ou la laisser tomber. Ouvre-la, a commandé Léo. Léo, ne fais pas ça, a dit Sarah en s'avançant. Quoi que ce soit, arrête. C'est juste un cadeau, Sarah, a souri Léo, ses dents blanches et prédatrices. Vas-y, Henri. Ouvre-la. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une rage que j'essayais désespérément de contenir. J'ai déchiré le papier. À l'intérieur se trouvait une boîte en plastique, un kit de test ADN 23NME. Je l'ai fixé. La pièce semblait tourner. J'ai déjà soumis le mien, a annoncé Léo à la salle, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Et je pense, grand frère, qu'il est temps que tu le fasses aussi. Parce que soyons honnêtes, en te regardant puis en regardant les portraits de nos ancêtres sur ces murs, quelque chose ne colle pas, il s'est penché près de moi, si près que je pouvais sentir l'odeur du scotch cher sur son haleine. Il a chuchoté, mais assez fort pour que le premier rang entende. Peut-être que cela prouvera enfin pourquoi tu as toujours été l'anomalie de la lignée, Henri. Une erreur système. Une erreur. L'anomalie de la lignée. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. J'ai regardé ma mère. Elle étudiait les bulles dans sa coupe de champagne comme si les secrets de l'univers étaient piégés dans la carbonatation. Elle savait. Elle devait savoir ce qu'il faisait, et elle le laissait faire. Les invités bougeaient mal à l'aise, mais certains souriaient en coin. Ils aimaient le drame. Ils aimaient regarder les grands et puissants Sterling se déchirer. Tant que le sang n'éclaboussait pas leurs vêtements de marque. J'ai baissé les yeux sur la boîte. C'était ça. L'humiliation ultime. Il ne me traitait pas seulement de déception. Il remettait en question mon existence même dans cette famille. Il effaçait mon histoire. J'ai senti la main de Sarah sur mon dos. Une encre chaude dans un océan glacial. J'ai lentement levé les yeux. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas frappé, même si Dieu sait que je voulais briser cette mâchoire parfaite. Au lieu de cela, j'ai canalisé chaque once de dignité qu'il me restait. Merci, Léo, ai-je dit. Ma voix était calme, ce qui, je pense, l'a plus déstabilisé que des cris ne l'auraient fait. Tu as raison. La vérité est importante, même si elle détruit les gens qui pensent la contrôler. J'ai glissé la boîte sous mon bras. Joyeux Noël, mère, ai-je lancé. Éléanor a tressailli mais n'a pas levé les yeux. Je me suis retourné, j'ai pris la main de Sarah et je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu Léo rire. Un son fort et aboyant destiné à affirmer sa domination. N'oublie pas de l'envoyer, Henri. Les frais de port sont pour moi. Nous sommes sortis dans la neige. L'air froid m'a frappé le visage, séchant la sueur sur mon front. Nous sommes montés dans mon camion. Le moteur a rugi, avec un cliquetis et une toux, bruyant et brut à côté des voitures de luxe silencieuses et endormies. Alors que nous descendions l'allée, laissant les lumières du manoir derrière nous dans le rétroviseur, Sarah m'a regardé. « Tu ne vas pas vraiment le faire, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La route devant nous était sombre, couverte de neige fraîche et intacte. « Oh, je vais le faire, Sarah », ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Il veut jouer à un jeu de biologie. Il veut parler d'anomalie. Très bien, je ferai le test. Mais s'il pense que le résultat va me briser, il n'a aucune idée de ce qu'il vient de commencer. Je ne le savais pas alors, mais ce tube en plastique dans la boîte de velours était la clé pour ouvrir un placard plein de squelettes qui enterraient Léo Sterling vivant. Les semaines qui ont suivi Noël ont été un flou de ciel gris et de routes boueuses.
Janvier dans notre ville est impitoyable. Les lumières de Noël sont enlevées. La joie s'évapore, et il ne vous reste que la dure réalité d'un long hiver. Le kit ADN est resté sur mon comptoir de cuisine pendant 3 jours. Il avait l'air inoffensif, juste un morceau de plastique et de carton, mais il semblait radioactif. Sarah ne l'a pas touché. Elle a déplacé sa tasse de café autour de lui, a essuyé le comptoir près de lui, mais n'a jamais déplacé la boîte elle-même. Finalement, un mardi soir, après une longue journée d'inspection de chantier où le sol était gelé trop dur pour creuser, je l'ai pris. J'ai suivi les instructions. Cracher dans le tube, le sceller, le secouer. Une confession biologique envoyée par le service postal américain. L'attente a été la partie la plus difficile. Il faut environ 6 semaines pour obtenir les résultats et chaque jour, j'avais l'impression de retenir ma respiration. Je me suis jeté dans mon travail. Je concevais un jardin commémoratif pour un hôpital local, un lieu de guérison. C'était ironique. Je construisais un sanctuaire pour des étrangers alors que ma propre maison, ma propre histoire, ressemblait à un site de démolition. Léo a envoyé des textos, bien sûr. Tu as déjà les résultats? Anomalie. Maman demande si tu viens pour Pâques. Je lui ai dit de ne pas s'embêter à mettre une place. Je n'ai pas répondu. J'ai juste travaillé. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules et que mon dos me fasse mal, essayant d'évacuer la colère par la sueur. Puis l'email est arrivé. C'était un jeudi soir aléatoire en février. Sarah lisait un livre sur le canapé. J'étais dans la cuisine, faisant défiler mon téléphone quand la notification est apparue. Vos rapports sont prêts. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je me suis assis à l'îlot de la cuisine. Sarah, ai-je dit. Elle a su immédiatement. Elle a fermé son livre et est venue se tenir derrière moi, enroulant ses bras autour de mon cou. Tu veux que je regarde d'abord? Non, ai-je dit. Je dois le voir. J'ai cliqué sur le lien. Je me suis connecté. La roue a tourné pendant une seconde. Puis le diagramme circulaire coloré est apparu. Composition de l'ascendance, correspondance génétique. J'ai fait défiler jusqu'à la section de la famille proche. Je m'attendais à voir Eleanor Sterling. Je m'attendais à voir des cousins. Mais quand j'ai cherché la correspondance paternelle, un lien quelconque avec la lignée Sterling qui remontait à 4 générations dans cette ville, rien. J'ai vérifié l'outil de comparaison. Léo avait rendu ses données publiques, principalement pour se vanter de ses pourcentages de noblesse européenne pure sur Facebook. J'ai lancé la comparaison. Henry Sterling contre Léo Sterling. ADN partagé, 0%. J'ai fixé l'écran. 0. Pas des demi-frères. Pas même des cousins éloignés. Nous étions des étrangers. J'ai regardé du côté maternel. Eleanor était là. Elle était ma mère. Mais Arthur Sterling, l'homme qui m'avait élevé, l'homme qui m'avait appris à nouer une cravate, même s'il le faisait avec un froncement de sourcils, l'homme dont j'avais cherché l'approbation toute ma vie, n'était pas mon père. Un étrange sentiment m'a envahi. Je m'attendais à la dévastation. Je m'attendais à m'effondrer, mais au lieu de cela, je me suis senti plus léger. Je ne suis pas une anomalie, ai-je murmuré. Quoi, a demandé Sarah, posant son menton sur mon épaule. Léo m'a appelé une anomalie dans la lignée. Une erreur dans la copie. Mais je ne suis pas une erreur, Sarah. Je suis juste un fichier entièrement différent. Je me suis levé et j'ai arpenté la cuisine. Le choc s'estompait, remplacé par un besoin brûlant de réponse. Si Arthur n'était pas mon père, qui l'était? Et est-ce qu'Arthur le savait? Avait-il passé 34 ans à élever le fils d'un autre homme? Me haïssant pour cela? Je dois aller au grenier, ai-je dit. Le grenier? Sarah avait l'air confuse. Ici? Non. La vieille maison de grand-mère. Maman ne l'a pas encore vendue. Elle l'utilise juste comme débarras. Nous y sommes allés à minuit. La maison était froide et sentait la poussière et les boules de naphtaline. J'avais une clé parce que j'étais le seul à vérifier les tuyaux en hiver. Nous sommes montés au grenier avec des lampes de poche. Je savais que ma mère gardait ses anciennes affaires d'université ici. Eleanor Sterling était une collectionneuse de souvenirs, même les plus dangereux. J'ai fouillé dans des boîtes de vieux vêtements, d'annuaires et de déclarations de revenus des années 80.
Et puis je l'ai trouvé, un journal relié en cuir caché dans une boîte à chaussures pleine de vieilles cartes de vœux. Je l'ai ouvert à l'année de ma conception. L'écriture était celle de ma mère, une élégante écriture cursive en boucle. 14 novembre. Arthur est de nouveau parti. Un autre voyage d'affaires. Il se soucie plus de cette entreprise que de moi. Je me sens si invisible. J'ai avancé dans les pages. 20 décembre. Je l'ai revu. Julien. Il écoute. Il me regarde comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Je sais qu'il est le concurrent d'Arthur. Je sais que c'est mal, mais Arthur est si froid. Julien. Le nom m'a frappé comme un coup physique. Julien Thorne. Je connaissais ce nom. Tout le monde dans l'industrie connaissait ce nom. Julien Thorne était un architecte et développeur visionnaire. Il était l'ennemi juré d'Arthur Sterling. Il s'était battu pour des droits de zonage, des contrats municipaux et le prestige pendant des décennies. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai cherché Julien Thorne. Il était mort il y a 5 ans. J'ai affiché une image. L'homme qui me regardait avait mes yeux. Il avait ma mâchoire. Il avait la même façon de tenir la tête légèrement inclinée vers la gauche. Je me suis assis sur les planches poussiéreuses, le faisceau de la lampe de poche tremblant dans ma main. Mon père est Julien Thorne, ai-je dit, ma voix résonnant dans le grenier vide. Ma mère a eu une liaison avec le plus grand rival de papa pour se venger du fait qu'il travaillait trop. Sarah s'est assise à côté de moi. Henri, cela signifie. Point que Léo avait raison, ai-je dit amèrement. Je suis un imposteur. J'ai porté le nom de Sterling, hérité de l'éthique de travail des Sterling, essayant de plaire à un homme qui me regardait probablement tous les jours et voyait le visage de son ennemi. J'ai fermé le journal. La honte que Léo voulait que je ressente m'a finalement frappé. Non pas à cause de l'ADN, mais parce que je me sentais comme un intrus dans ma propre vie. Arthur Sterling a dû me détester. Cela expliquait la dureté. Cela expliquait pourquoi il m'avait fait travailler l'été sur les chantiers de construction pendant que Léo allait au camp de tennis. Cela expliquait pourquoi il me poussait si fort. Il me punissait d'être le fils de Julien. J'en ai fini, ai-je dit à Sarah alors que nous rentrions dans le silence de 3 heures du matin. Je ne vais pas me battre pour l'héritage. Je ne vais pas me battre pour l'entreprise. Léo peut tout avoir. C'est le vrai Sterling. Je ne suis rien. Tu n'es pas rien, a dit Sarah avec force. Tu es Henri. Tu es l'homme qui a construit notre maison de ses propres mains. Tu es l'homme qui reste éveillé tard pour concevoir des jardins pour les malades. Je démissionne du conseil d'administration, ai-je dit en regardant par la fenêtre les lampadaires qui défilaient. Je signerai tous les papiers qu'ils voudront. Je changerai de nom s'il le faut. Je veux juste m'en aller. J'ai passé les 2 semaines suivantes à me préparer à disparaître. J'ai rédigé une lettre de démission. J'ai cherché des propriétés en Oregon, loin du drame des Sterling. J'étais prêt à tout les ignorer, mais l'univers, ou peut-être juste la loi, a une drôle de façon de vous ramener quand vous essayez de partir. C'était un mardi matin en mars. Je rangeais mon bureau à l'entreprise, un petit bureau tranquille au sous-sol, loin de la suite pentouse de Léo. J'avais une boîte de livres dans les mains quand mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Léo. Ce n'était pas ma mère. C'est Henri, ai-je répondu. Henri, c'est Vance. Monsieur Vance, l'avocat personnel de mon père Arthur depuis 40 ans. Un homme fait de granit et de costumes chers. Il me terrifiait quand j'étais enfant, et honnêtement, il me faisait encore un peu peur. Monsieur Vance, ai-je dit, si c'est au sujet de la démission, je l'envoie aujourd'hui. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je n'appelle pas au sujet d'une démission. La voix de Vance était comme du gravier crissant sous des pneus. J'appelle au sujet de la lecture. La lecture? Le testament de papa a été lu il y a 6 mois. Léo a eu le titre de PDG. Maman a eu la maison. J'ai fait une pause, point les objets sentimentaux, qui se sont avérés être une boîte de vieux plans. C'était la distribution préliminaire, a dit Vance. Il y avait un codicile, un protocole secondaire déclenché par une date spécifique. Cette date est demain. Je ne comprends pas, ai-je dit en posant la boîte. Est-ce que Léo est au courant? Léo et votre mère ont été convoqués. La présence est obligatoire. Henri, ne me forcez pas à vous envoyer une voiture.
Monsieur Vance, écoutez, je connais la vérité, ai-je lâché. J'ai fait un test. Je sais que je ne suis pas le fils d'Arthur. Je n'ai rien à faire là-bas. Donnez simplement ce qui reste à Léo et laissez-moi partir. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Vous pensez qu'Arthur ne le savait pas, a demandé Vance. Son ton n'était pas moqueur. Il était presque amusé. Il le savait. 9 heures précises, Henri. Portez un costume et amenez votre femme. Vous aurez besoin d'un témoin. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté là, dans mon bureau du sous-sol, le téléphone toujours collé à mon oreille. Je pensais avoir compris la fin de l'histoire. Je pensais que la tragédie était complète. J'étais le fils bâtard, le paria, l'anomalie. J'étais censé disparaître. Mais la voix de Vance résonnait dans ma tête. Vous pensez qu'Arthur ne le savait pas? S'il le savait, pourquoi ne m'a-t-il pas mis dehors il y a 30 ans? Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de Léo. Vance dit que nous avons une réunion. Apporte tes livres de coloriage. Je conduis la nouvelle Ferrari. Essaie de ne pas la heurter avec ton camion. J'ai regardé le texto. J'ai regardé la boîte de fourniture d'emballage. Pas aujourd'hui, Léo, ai-je murmuré à la pièce vide. Pas aujourd'hui. Le matin de la réunion, le ciel était d'un violet meurtri, menaçant de pluie. Ça semblait approprié. Je me suis réveillé à 6 heures, mais je n'avais pas vraiment dormi. J'ai passé la nuit à fixer le plafond, rejouant toute mon enfance dans ma tête. Chaque fois qu'Arthur me grondait pour avoir mal tenu une pelle, chaque fois qu'il me faisait réécrire un rapport à cause d'une seule faute de frappe, était-ce de la haine ou autre chose? Sarah était déjà debout, repassant mon costume bleu marine. C'était celui que je portais au mariage et aux enterrements. Aujourd'hui ressemblait à un mélange des deux. Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-elle dit en lissant le col. On peut juste prendre la voiture, choisir une direction et partir. Vance a dit que c'était obligatoire, ai-je dit en boutonnant ma chemise. Mes doigts étaient engourdis. De plus, si je fuis maintenant, Léo gagne. Il pourra raconter comment j'étais trop lâche pour affronter la vérité. Il va être vicieux, Henri. Je sais, mais je suis immunisé contre lui maintenant. Il ne peut pas me blesser avec la vérité si je l'accepte déjà. J'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manqués de ma mère. Elle n'appelait jamais avant midi. C'était la panique. J'ai finalement décroché au 4e appel alors que je nouais mes lacets. Henri, sa voix était haletante, aiguë. Henri, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de venir au bureau de Vance. Bonjour à toi aussi, mère. Je suis sérieuse, s'est-elle empressée de dire. J'ai parlé à Léo. On peut régler ça en privé. On te fera un chèque. Un chèque généreux. Tu pourras créer ta propre entreprise quelque part. En Floride, au chaud. Tu as toujours détesté le froid. Pourquoi ne veux-tu pas que je sois là, ai-je demandé en me levant. Vance m'a convoqué. Pas toi. Vance est. Il est de la vieille école. Il aime le drame. Écoute, Henri, pense à ta dignité. Veux-tu vraiment t'asseoir là pendant qu'il discute de tes origines? Ça va être humiliant. Mes origines? Ai-je ri. Un son sec et sans humour. Tu veux dire le fait que tu as couché avec Julien Thorne? Silence à l'autre bout du fil, puis une vive inspiration. Comment as-tu? Tu pensais que je ne le découvrirais pas? Léo m'a donné la carte, maman. Il m'a tendu la pelle et j'ai creusé. C'était une erreur, a-t-elle murmuré. Un moment de faiblesse. Arthur n'était jamais là. Ne fais pas ça, les jeux coupés. Ne te justifie pas auprès de moi. Dis-moi juste une chose. Est-ce que papa le savait? S'il te plaît, Henri, reste à la maison. Je te verrai à 9 heures. J'ai raccroché. Elle avait peur. Eleanor Sterling n'avait jamais peur. Elle était généralement ennuyée ou déçue, mais jamais effrayée. Cela me terrifiait plus que l'arrogance de Léo. De quoi avait-elle peur? Nous sommes allés en ville. La circulation était dense. Une rivière de feux arrière rouges. Je tapotais des doigts sur le volant du camion. Je l'avais lavé la veille. Ça n'en faisait pas une Lamborghini, mais au moins la boue était partie.
Le bureau de Vance était dans le quartier financier, au dernier étage d'une aiguille de verre qui perçait les nuages. Nous avons pris l'ascenseur. Mes oreilles se sont bouchées. La réception était silencieuse et intimidante. Des fauteuils en cuir, de l'art abstrait qui coûtait plus cher que mes frais de scolarité, et une vue sur la ville qui faisait ressembler les gens à des fourmis. Léo était déjà là. Il était affalé dans un fauteuil, faisant défiler son téléphone. Il avait l'air impeccable dans un costume gris anthracite qui lui allait comme une seconde peau. Il n'était pas seul. Il avait amené son propre avocat, un type nommé Pritchard, que je connaissais de réputation. Pritchard était un requin. Il était spécialisé dans les OPA hostiles et l'écrasement des syndicats. Quand Léo m'a vu, il n'a pas souri. Il a juste vérifié sa montre. Une Patek Philippe en or qui appartenait à Arthur. Ça m'a piqué. Tu es venu, a dit Léo sans lever les yeux de son téléphone. Stratégie audacieuse. Où est maman, ai-je demandé. Aux toilettes, en train de se refaire une beauté. Elle a pleuré. Merci pour ça, au fait. Léo s'est levé, me dominant, même si nous avions la même taille. Tout était dans la posture. Mettons une chose au clair avant d'entrer, Henri. Quoi que Vance ait trouvé, un fonds en fiducie oublié, de l'argent de pitié, je vais le contester. Tu n'auras pas un centime du capital sterling pour financer tes petits projets de jardinage. Je ne veux pas de l'argent, Léo. Pritchard, l'avocat requin, est intervenu. Tout le monde veut de l'argent, surtout ceux qui disent le contraire. Les lourdes portes doubles de la salle de conférence se sont ouvertes. La secrétaire de Vance, une femme qui semblait ne pas avoir souri depuis 1990, est sortie. Monsieur Vance est prêt à vous recevoir. Nous sommes entrés. La salle de conférence était immense. Une longue table en acajou s'étendait au centre. À la tête de la table était assis Monsieur Vance. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Ses cheveux étaient complètement blancs, son visage ridé, mais ses yeux étaient vifs, intelligents et actuellement illisibles. Ma mère est entrée derrière nous, sentant la lavande et l'anxiété. Elle s'est assise à côté de Léo, évitant mon regard. Asseyez-vous, a dit Vance. Ce n'était pas une demande. Je me suis assis du côté gauche. Sarah a pris la chaise à côté de moi. Léo et maman se sont assis du côté droit. Les lignes de bataille étaient tracées. Nous sommes ici pour exécuter la clause finale du dernier testament d'Arthur Sterling, a commencé Vance en ouvrant un épais dossier en cuir. Nous l'avons fait il y a 6 mois, a interrompu Léo, se penchant en arrière et croisant les jambes. La succession est réglée. Je suis PDG. Maman a les actifs. Henri a eu sa boîte de dessin. Pourquoi perdons-nous des heures facturables? Vance a lentement levé la tête. Il a enlevé ses lunettes de lecture. Arthur a insisté sur une période de réflexion de 6 mois. Il voulait voir comment la nouvelle direction se comporterait. Léo a ricané. L'action a augmenté de 4%. L'action a augmenté parce que vous avez licencié 200 employés et vendu la division logistique, a dit Vance calmement. Mais nous ne sommes pas ici pour discuter des cours de la bourse. Nous sommes ici pour discuter de la famille. Il n'y a pas de famille, a ricané Léo en pointant un doigt de l'autre côté de la table vers moi. Il y a moi, l'héritier, et il y a lui, le cas de charité. En fait, Vance, puisque nous sommes tous là, j'ai de nouvelles preuves à soumettre au dossier. Léo a fait glisser un dossier sur la table en acajou. Il a tourné et s'est arrêté parfaitement devant Vance. Résultat ADN, a annoncé Léo, me regardant avec triomphe, prouvant de manière concluante que Henri Sterling n'a aucune prétention biologique sur cette succession. En vertu de la loi de l'État, tout héritage basé sur la descendance ou la progéniture est nul si la lignée est frauduleuse. Ma mère a posé sa main sur le bras de Léo. Léo, arrête. Non, maman. On en finit aujourd'hui. Léo s'est tourné vers moi. Tu es un imposteur, Henri. Tu es une anomalie, et les anomalies sont supprimées. J'ai senti Sarah se tendre à côté de moi. J'ai posé ma main sur la sienne. J'étais étonnamment calme. Le pire avait été dit. L'arme avait été tirée. Vance n'a même pas ouvert le dossier que Léo lui avait fait glisser. Il l'a juste repoussé d'un doigt. Je suis au courant de la filiation d'Henri, a dit Vance. Arthur en était également conscient. Léo s'est figé. Quoi?
Arthur le savait, a répété Vance. Il le savait depuis que Henry a 2 ans. Il était au courant de la liaison. Il était au courant de Julian Thorne. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Le seul son était le bourdonnement du système de CVC. Ma mère a laissé échapper un petit sanglot et a couvert sa bouche. S'il le savait, a balbutié Léo, son visage devenant rouge, alors pourquoi? Pourquoi l'a-t-il gardé? Pourquoi l'a-t-il laissé utiliser notre nom? Vance s'est levé. Il s'est approché d'un panneau mural et a appuyé sur un bouton. Un grand écran est descendu du plafond. Arthur ne faisait pas confiance au papier pour cela, a dit Vance. Il savait que tu essaierais de contester le papier, Léo. Il savait que tu engagerais des hommes comme Monsieur Pritchard ici pour tordre les mots, alors il a enregistré une vidéo. Vance m'a regardé pour la première fois. Son expression s'est adoucie. Henry, vous feriez mieux de vous préparer. Jouez là, ai-je dit. Vance a baissé les lumières. Le projecteur s'est mis en marche, et soudain, il était là, mon père, Arthur Sterling. Il était assis dans cette même pièce, portant son cardigan préféré, l'air fragile mais intense. L'horodatage indiquait que l'enregistrement avait été fait le 24 décembre, la veille de Noël, l'année avant sa mort. Le jour où Léo s'était moqué de moi au dîner pour la première fois. J'ai regardé l'écran, incapable de respirer. J'allais entendre la voix d'un homme mort, et je n'avais aucune idée s'il allait me maudire ou me sauver. L'image sur l'écran a vacillé une seconde avant de se stabiliser. Arthur Sterling a regardé l'objectif de la caméra comme s'il regardait à travers l'écran et droit dans mon âme. Son visage était décharné. Le cancer le rongeait déjà, mais ses yeux étaient clairs, bleu froid et perçants. Ceci est le dernier testament d'Arthur James Sterling, sa voix a rempli la pièce, rauque mais autoritaire. Si vous regardez ceci, je suis parti. Étage 6 mois se sont écoulés depuis ma mort. À l'écran, Arthur a pris une gorgée d'eau. Sa main tremblait légèrement. J'enregistre ceci la veille de Noël. Je viens de rentrer du dîner. Il a fait une pause, une expression de dégoût traversant son visage. J'ai vu mon fils Léo humilier son frère. J'ai vu ma femme Eleanor rester silencieuse et le laisser faire. Dans la salle de conférence, ma mère a eu un hoquet. Léo s'est agité sur sa chaise, son arrogance se fissurant. C'est manipulé, a-t-il marmonné. Deepfake. Silence, a sèchement ordonné Vance. À l'écran, Arthur a continué. J'ai passé 40 ans à bâtir Sterling Enterprises. Ce n'est pas seulement une entreprise. C'est une réputation. Elle est synonyme d'intégrité, de travail acharné, de résilience. Il s'est penché en avant. Léo, a dit Arthur. On aurait dit qu'il était dans la pièce. Tu as toujours cru que tu étais spécial à cause de ton sang. Tu penses que porter l'ADN des Sterling fait de toi un roi. Mais je t'ai observé. Tu es paresseux. Tu es cruel et tu es imprudent. Tu traites les gens comme des mouchoirs jetables. Le visage de Léo devenait d'une teinte violette que je n'avais jamais vue auparavant. Et Henry, a dit Arthur. Mon cœur s'est arrêté. Henry, a dit Arthur, sa voix s'adoucissant d'une fraction. Je sais. J'ai toujours su. Tu es le fils de Julian Thorne. Tu as son œil artistique. Tu as sa passion. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Il le savait. Toutes ces années, j'ai été dur avec toi, Henry, a continué Arthur. Je t'ai fait travailler sur les bétonnières. Je t'ai fait creuser des tranchées sous la pluie. Je t'ai fait gagner chaque dollar que tu as jamais gagné. Je l'ai fait parce que je devais savoir si tu étais comme lui ou si tu pouvais être comme moi. Arthur a souri. C'était un petit sourire rare. Tu es meilleur que nous deux. Tu as le talent de Julian, mais tu as ma discipline. Tu es le seul dans cette famille qui comprend que le respect se gagne, il ne s'hérite pas. Arthur a pris un document sur le bureau dans la vidéo. Par conséquent, j'active la clause morale de ma succession. Objection, a crié Pritchard, l'avocat de Léo, instinctivement, oubliant qu'il criait sur un enregistrement vidéo. Arthur a continué. Je révoque par la présente la distribution préliminaire des actifs. L'intérêt majoritaire dans Sterling Enterprises, 51% des actions avec droit de vote, est immédiatement transféré à une fiducie. Léo a poussé un soupir de soulagement. Une fiducie? D'accord.
Une fiducie est gérée par la banque. On peut travailler avec ça. Le seul fiduciaire, a dit Arthur, avec un pouvoir absolu pour embaucher, licencier et gérer les actifs, est Henry Sterling. La pièce a explosé. Non. Léo a frappé du poing sur la table. C'est impossible. C'est un bâtard. Ce n'est pas un Sterling. Asseyez-vous, Léo, a rugi Vance, sa voix tonnant à travers la pièce. Je n'avais jamais vu le vieil avocat perdre son sang-froid. La vidéo n'est pas terminée. Léo s'est affalé, respirant difficilement. Ma mère pleurait en silence, la tête dans les mains. À l'écran, Arthur n'avait pas fini. Éléanore, a-t-il dit, je te laisse la maison et une allocation mensuelle. Cependant, cette allocation est conditionnelle. Si l'on découvre que tu verses de l'argent à Léo pour soutenir ses habitudes de jeu, oui, je suis au courant des dettes. L'allocation sera immédiatement résiliée. Ma mère a levé les yeux, son visage pâle comme un fantôme. Elle a regardé Léo. Tu m'avais dit que tu les avais remboursés. Et enfin, Léo, a dit Arthur. Il a soupiré, l'air fatigué. Je ne peux pas te déshériter complètement. Tu es mon sang. Et comme tu aimes le rappeler à tout le monde, les liens du sang sont forts. Mais le sang peut aussi être toxique. J'ai racheté ta dette, Léo, a dit Arthur. Les yeux de Léo se sont écarquillés. Quoi? Les 4 millions que tu dois au syndicat à Vegas. Les 2 millions que tu as empruntés sur les comptes fictifs de l'entreprise. J'ai tout remboursé avant de mourir. Je ne voulais pas que le nom des Sterling soit traîné dans la boue. Léo avait l'air d'aller vomir. Il a regardé Vance. Alors, je suis quitte. La dette a disparu. À l'écran, Arthur a secoué la tête. Non, tu ne dois plus rien au casino. Tu dois à la fiducie. Tu dois à Henry. Je suis resté là, abasourdi. Les chiffres étaient stupéfiants. 6 millions de dollars. Léo était endetté de 6 millions de dollars. Tu rembourseras cette dette à la fiducie, a commandé Arthur. Tu travailleras pour l'entreprise, mais pas en tant que PDG. Tu commenceras là où Henry a commencé, en bas de l'échelle. Si tu refuses, Henry a le droit légal de saisir tes biens personnels pour récupérer la dette, tes voitures, ton appartement, tout. Arthur a regardé la caméra une dernière fois. Henry, mon fils. Le sang n'est peut-être pas le mien, mais l'homme que tu es devenu, c'est mon héritage. Ne me déçois pas, l'écran est devenu noir. Les lumières se sont rallumées. Le silence dans la pièce était plus lourd que le béton. Vance a fermé le dossier. Il a pris une seule feuille de papier et l'a fait glisser sur la table vers moi. C'est le formulaire d'acceptation de la tutelle, a dit Vance. Signez ici et l'entreprise est à vous. La dette est à vous de la recouvrer. J'ai pris le stylo. Il semblait lourd. Léo s'est levé. Il tremblait. Tu ne peux pas faire ça. Je vais te poursuivre. Pritchard. Dis-lui qu'on va le poursuivre. Pritchard rangeait précipitamment sa mallette. Monsieur Sterling, c'est un testament vidéo authentifié par un officier de justice avec une clause morale distincte et une preuve de rachat de dette. Il n'y a pas de cas. Et franchement, si vous devez 6 millions de dollars à la succession, je dois vous demander comment vous comptez payer mes honoraires. Pritchard a regardé Léo avec dédain. Puis il m'a regardé. Monsieur Henry Sterling. Ravi de vous rencontrer. Et il est sorti. Léo était seul. Je l'ai regardé. L'homme qui s'était moqué de moi. L'homme qui m'avait appelé une anomalie. Il avait l'air petit maintenant. Henry, a dit ma mère, la voix tremblante. C'est ton frère. L'est-il, ai-je demandé calmement. D'après le test ADN qu'il m'a donné pour Noël, nous sommes des étrangers. J'ai regardé le papier. J'ai signé mon nom. Henry Sterling. Je l'ai rendu à Vance. Alors, ai-je dit en me tournant vers Léo. Parlons de mon argent. La dynamique du pouvoir dans la pièce avait changé si violemment que je pouvais presque sentir la pression de l'air changer. Il y a 5 minutes, Léo était le roi. Maintenant, il était un débiteur et j'étais la banque. Léo me fixait, la poitrine haletante. Il a regardé la porte où son avocat requin venait de fuir. Il a regardé notre mère, qui se tordait les mains inutilement. Finalement,
Il m'a regardé. Tu ne le feras pas, a dit Léo, essayant de retrouver cette vieille arrogance. Mais sa voix s'est brisée. Tu n'as pas le cran. Tu es un jardinier, Henri. Tu plantes des fleurs. Tu ne diriges pas d'empire. Je construis des fondations, Léo, ai-je dit en me penchant en arrière sur ma chaise. Et je sais quand une structure est pourrie. Celle-ci, je l'ai pointée du doigt, point est sur le point de s'effondrer. Je me suis tourné vers Vance. Monsieur Vance, en tant que fiduciaire, quelles sont mes options concernant le recouvrement de la dette? Vance n'a pas souri, mais ses yeux ont pétillé. Le remboursement immédiat est la clause standard. Si le débiteur ne peut pas payer en espèces, le créancier, c'est-à-dire vous, a le droit de liquider les garanties. Des garanties, ai-je répété, goûtant le mot. Comme le Penthouse? Oui, a dit Vance. Les voitures? Certainement. Non, a crié Léo. Tu ne peux pas prendre la Ferrari. Je viens de la voir. Elle a été achetée avec les fonds de l'entreprise, Léo, ai-je dit. La vidéo de papa l'a clairement montré. C'est un bien volé. Je me suis levé. J'ai lentement fait le tour de la longue table. Sarah me regardait, les yeux écarquillés d'un mélange de choc et de fierté. Je me suis arrêté juste derrière la chaise de Léo. Voici l'accord, ai-je dit doucement. Léo a fait pivoter sa chaise pour me faire face. Il avait l'air terrifié. Pour la première fois de sa vie, personne ne venait le sauver. Je ne t'enverrai pas en prison, ai-je dit. Bien que je le puisse. Le détournement de fonds est un crime. Je pourrais avoir la police qui attend dans le hall dans 5 minutes. S'il te plaît, a gémi ma mère. Henri, ne fais pas ça. Je ne le ferai pas, ai-je dit en l'ignorant. Mais tu vas me rembourser chaque centime. Tu vas vendre le Penthouse. Tu vas vendre les voitures. Et tu vas travailler. Je suis le PDG, a bafouillé Léo. Tu es viré, ai-je dit. À compter de ce matin. Mais je suis généreux. J'ai une ouverture. L'équipe d'aménagement paysager a besoin d'un manœuvre. Pelleter du paillis, creuser des tranchées d'irrigation, salaire minimum. Il te faudra environ 400 ans pour rembourser la dette. Mais c'est un début. Le visage de Léo s'est tordu de dégoût. Je ne vais pas creuser des fossés. Alors j'appelle la police, ai-je dit simplement. J'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que ce sera? Travail forcé ou cellule de prison? Léo a regardé le téléphone. Il a regardé la fenêtre. Il avait l'air piégé. Très bien, a-t-il murmuré. Je le ferai. Il y a encore une chose, ai-je dit. Je suis retourné à ma place, mais je ne me suis pas assis. Je me suis tenu à côté de l'écran où le visage d'Arthur venait de s'estomper. Noël dernier, tu as fait de moi la risée de tous. Tu m'as appelé une anomalie. Tu m'as fait sentir que je devais ramper dans un trou et mourir. Tu l'as fait devant tout le monde. J'ai montré le sol du doigt. Excuse-toi. Je suis désolé, a marmonné Léo. Pas assez bien, ai-je dit. Tu voulais ramener le féodalisme. Tu voulais parler de lignée et de noblesse. Très bien. Incline-toi. Quoi, a cligné des yeux Léo. Incline-toi, ai-je commandé. À genoux. Excuse-toi auprès de moi et excuse-toi auprès de la mémoire de l'homme que tu as volé. Je ne vais pas m'agenouiller devant toi, a craché Léo. D'accord. J'ai composé 3 chiffres. 9 moins 1 moins 1. Bonjour, je voudrais signaler un vol qualifié à... Attends, a crié Léo. Il s'est précipité hors de sa chaise. Il avait l'air fou. Arrête. N'appelle pas, alors incline-toi. La pièce était silencieuse. Même la climatisation semblait s'être arrêtée. Léo Sterling, le garçon en or, l'homme au costume sur mesure, a lentement plié les genoux. Il s'est abaissé sur le tapis moelleux du cabinet d'avocat. Il tremblait. Que ce soit de rage ou de honte, je m'en fichais. Il a posé les mains sur ses genoux et a baissé la tête. Je suis désolé, a-t-il étouffé. Je suis désolé d'avoir volé l'argent. Je suis désolé de m'être moqué de toi. Je l'ai regardé. Je pensais que je me sentirais triomphant. Je pensais que je me sentirais comme un conquérant, mais honnêtement, j'ai juste ressenti de la pitié.
Il avait l'air pathétique. C'était un homme fait d'argent, et sans argent, il n'était rien. Lève-toi, ai-je dit doucement. Tu as un service qui commence demain à 6 heures. Ne sois pas en retard. Jenkins déteste les retards. Léo s'est relevé en se dépoussiérant les genoux de son costume, son visage rouge vif de humiliation. Il ne voulait pas me regarder. Il a attrapé son téléphone sur la table et s'est dirigé vers la porte. Pas si vite, ai-je dit. Léo s'est figé. Quoi maintenant? J'ai fait ce que tu voulais. Les clés, ai-je dit en tendant la main. Henri, je dois rentrer chez moi, a-t-il pleurniché. Tu n'as pas de maison où rentrer. La banque saisit le pantouse de main, et la voiture est la propriété de l'entreprise. Ma propriété. J'ai agité les doigts. Les clés? Maintenant? Léo a fouillé dans sa poche. Il a sorti la lourde télécommande de la Ferrari. Il l'a jetée dans ma main. Content, a-t-il ricané. Pas vraiment, ai-je dit. Uber est en bas. Et c'est l'option pool. C'est moins cher. Léo est sorti en trombe, claquant la lourde porte derrière lui. Le son a résonné comme un coup de feu. Maintenant, il ne restait plus que moi, Sarah, Vance et ma mère. Eleanor Sterling était assise très immobile. Elle avait cessé de pleurer. Elle calculait. Je pouvais voir les engrenages tourner dans sa tête. Elle avait misé sur le mauvais cheval, et maintenant elle essayait de trouver comment changer de selle sans se faire piétiner. Henri, a-t-elle dit, sa voix douce, essayant de retrouver cette chaleur maternelle qu'elle n'avait pas utilisée sur moi depuis des décennies. C'était difficile à regarder, mais tu as été fort, tout comme Arthur. Elle s'est levée et s'est approchée de moi, tendant une main pour toucher mon bras. Je sais que nous avons une eau différente, a-t-elle dit. Mais maintenant que tu es aux commandes, nous devons présenter un front uni. Le gala est le mois prochain. On peut y aller ensemble. Je peux te présenter correctement au conseil d'administration. J'ai reculé. Sa main a flotté dans les airs, ne touchant rien. Des différents, ai-je demandé. Maman, tu l'as regardé me tendre ce test ADN. Tu savais que ça allait arriver. Tu l'as probablement aidé à l'emballer. Je te protégeais, a-t-elle plaidé. Je voulais que tu connaisses la vérité pour que tu puisses trouver ton propre chemin loin de cet environnement toxique. Tu voulais que je parte, l'ai-je corrigé. Tu voulais que je parte parce que chaque fois que tu me regardais, tu voyais ton erreur. Tu voyais Julian Thorne. Ce n'est pas vrai, a-t-elle menti. J'aimais Julian. Vraiment, ai-je ri. Ou tu aimais juste l'attention? Ça n'a plus d'importance. Je me suis tourné vers Vance. L'allocation pour ma mère. Quelles étaient les conditions à nouveau? Vance a vérifié ses notes. Point si l'on découvre qu'elle verse de l'argent à Léo. Je ne lui ai rien donné depuis la lecture du testament, a-t-elle insisté. On verra, ai-je dit. Vance, je veux un audit médico-légal complet de ses comptes. Si je trouve une seule transaction, un Venmo, un virement, un chèque qui est allé à Léo au cours des 6 derniers mois, coupez-lui les vivres. Les yeux d'Eleanor se sont écarquillés de terreur sincère. Henri, tu ne peux pas. Cette maison. L'entretien seul coûte 20 000 par mois. Alors peut-être devrais-tu réduire tes dépenses, ai-je dit. J'ai entendu dire que les condos en Floride sont agréables à cette période de l'année. Je suis ta mère, a-t-elle crié, le masque tombant enfin. Je t'ai donné la vie. Tu m'as mis au monde, ai-je dit en prenant la main de Sarah. Arthur m'a donné une vie, et Sarah m'a donné un foyer. Toi. Tu m'as juste donné un complexe. Monsieur Vance? J'ai hoché la tête à l'avocat. Je vous contacterai au sujet de la transition. Je veux rencontrer les chefs de département lundi. Et Vance? Oui, monsieur Sterling. Vance a souri. Il a réellement souri. Merci. Nous sommes sortis du bureau. La réception était vide. Léo était parti. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au garage. Mon vieux camion Ford était garé dans un coin. Mais à la place de choix, juste près de l'ascenseur, se trouvait la Ferrari SF90 Stradale. Elle était élégante, argentée, et semblait bouger même à l'arrêt. J'ai regardé la clé dans ma main. Tu la gardes, a demandé Sarah. J'ai regardé la voiture. Elle était magnifique.
C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie. C'était tout ce qui importait à Léo. Non, ai-je dit. Je vais la vendre. Les bénéfices iront au fonds de pension des employés que Léo a pillé. Bonne réponse, a souri Sarah en m'embrassant sur la joue. Mais, j'ai souri en lançant la clé en l'air et en la rattrapant. Je pourrais la faire tourner un peu autour du pâté de maison d'abord, juste pour m'assurer que le moteur est en bon état. Nous sommes montés dans la Ferrari. Le cuir sentait la victoire. J'ai appuyé sur le bouton de démarrage et le moteur a rugi, un grondement profond et guttural qui a fait trembler les murs en béton du garage. J'ai pris la rue. Le soleil avait percé les nuages. La tempête était terminée. Je n'étais pas une anomalie. Je n'étais pas une erreur. J'étais Henry Sterling. Et pour la première fois en 34 ans, j'étais exactement là où je devais être. Cela fait exactement 1 an depuis ce jour au cabinet de l'avocat. 1 an depuis que le pouvoir a changé de camp, depuis que les clés de la Ferrari ont atterri dans ma paume, et depuis que la vérité sur ma lignée a brisé tout ce que je croyais savoir. Les gens me demandent si gagner, c'est comme franchir une ligne d'arrivée, comme voir le générique défiler dans un film. Je dois leur dire que gagner n'est pas la fin. C'est juste le début du nettoyage. Et laissez-moi vous dire qu'il y avait beaucoup à nettoyer. Prendre la direction de Sterling Enterprises ne consistait pas seulement à s'asseoir dans le grand fauteuil et à signer des chèques. Il s'agissait d'exorciser des fantômes. La première semaine, je suis entré dans le bureau du PDG, l'ancien bureau de Léo. Il sentait le cigare froid et l'arrogance. Le bureau était en peau de requin. Je ne plaisante pas. De la vraie peau de requin. Je l'ai fait enlever et remplacer par une simple table en chêne que j'ai conçue moi-même. Les employés avaient peur de moi au début. Ils pensaient que j'allais être vengeur. Ils pensaient que le fils bâtard allait brûler le royaume. Au lieu de cela, je leur ai donné des augmentations. J'ai pris l'argent de la vente de la flotte de voitures de luxe de Léo Lurus, la Ferrari, la Porsche et j'ai versé chaque centime dans le fonds de pension que Léo avait pillé. Vous auriez dû voir les visages des gars de l'entrepôt quand j'ai annoncé que leur retraite était à nouveau entièrement financée. C'était mieux que n'importe quelle correspondance ADN ne pourrait jamais l'être. Mais vous vous demandez probablement ce qu'il est advenu de Léo. Je ne l'ai pas renvoyé. Le renvoyer aurait été une miséricorde. Cela l'aurait libéré pour aller escroquer quelqu'un d'autre. Non, je l'ai gardé. 6 mois après mon entrée en fonction, par un après-midi de juillet torride, je me suis rendu sur l'un de nos chantiers de développement résidentiel. C'était poussiéreux, chaud et bruyant. J'ai garé mon camion, oui, je conduis toujours le Ford et j'ai marché vers la ligne de tranchée. Et il était là, Léo Sterling, le garçon en or, l'homme qui portait autrefois des vestes de velours sur mesure. Il portait un gilet de sécurité jaune fluo taché d'argile rouge. Il tenait une pelle, debout jusqu'à la taille dans un fossé boueux, posant des tuyaux en PVC pour un système de drainage. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Il avait perdu du poids. Le regard doux et choyé avait disparu, remplacé par un coup de soleil et l'épuisement. Je me suis tenu au bord de la tranchée, projetant une ombre sur lui. Il a cessé de creuser et a levé les yeux. Il a essuyé la sueur de son front avec un gant sale. Tu as manqué un endroit, ai-je dit en montrant un bord déchiqueté dans la paroi de la tranchée. Léo m'a fusillé du regard. Pendant une seconde, j'ai vu l'ancienne lueur de défi, mais elle s'est rapidement éteinte. Il était trop fatigué pour se battre. C'est un sol dur, Henry, a-t-il dit d'une voix rauque. L'argile est comme du béton aujourd'hui. Je sais, ai-je dit. J'ai creusé le même sol il y a 10 ans quand papa. Quand Arthur m'a envoyé ici. Tu te souviens? Tu étais dans les hantons cet été-là. Léo a planté la pelle dans la terre. Tu es ici pour te vanter? Parce que j'ai un quota à respecter. Le contremaître dit que si je ne termine pas cette section avant 17 heures, je serai pénalisé. Je ne suis pas ici pour me vanter, ai-je dit. Je me suis accroupi pour être à son niveau. Je suis ici pour te donner un choix. Léo s'est appuyé sur sa pelle. Quel choix? Je dois 6 millions au trust. À ce rythme, je serai libre en l'an 2300. Tu as travaillé dur, ai-je admis. Le contremaître me dit que tu as arrêté de te plaindre il y a environ 3 mois. Tu arrives à l'heure. Tu ne demandes plus de traitement de faveur. Léo a baissé les yeux sur ses bottes. La boue ne se soucie pas de qui était mon père. C'est ce que tu disais, n'est-ce pas?
Exactement. Je me suis levé. Je te sors du fossé. Les yeux de Léo se sont illuminés d'espoir. De retour au bureau. Non, ai-je ri. Assistant chef de projet. Tu seras au-dessus du sol, tenant un presse-papier au lieu d'une pelle. C'est une augmentation de 5 $ de l'heure, mais tu dois suivre des cours du soir en gestion de la construction. Tu dois vraiment apprendre comment fonctionne cette entreprise, Léo, pas seulement comment dépenser les bénéfices. Léo m'a regardé, confus. Pourquoi? Tu me détestes. Je ne te déteste pas, ai-je dit honnêtement. Je détestais qui tu étais. Mais ce gars-là, le gars qui transpire dans un fossé en essayant de rembourser ses dettes, je peux travailler avec lui. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. Je ne lui ai pas dit que j'avais aussi secrètement commencé à rembourser les intérêts de sa dette pour qu'il puisse réellement progresser. Il devait apprendre la leçon, mais je n'avais pas besoin de le détruire. C'est la différence entre nous. Puis les vacances sont revenues. Noël cette année était différent. Je ne l'ai pas organisé au manoir. Mère y vivait toujours seule, errant dans les couloirs comme un fantôme dans un musée. J'ai tenu ma promesse. Je payais ses factures, mais je lui rendais rarement visite. L'air dans cette maison était trop rare pour moi. Au lieu de cela, Sarah et moi avons organisé une fête chez nous. C'est une belle maison, confortable, avec un grand jardin. Nous avons invité toute l'entreprise, pas seulement les cadres, mais les contremaîtres, les réceptionnistes, les gars de la salle du courrier. L'ambiance était incroyable. Pas de musique jazz, juste une playlist de rock classique. Pas de tour de champagne, juste des glacières pleines de bière et un food truck de tacos garé dans l'allée. Vers la fin de la soirée, Monsieur Vance est arrivé. Il avait l'air déplacé dans mon salon, portant toujours son costume 3 pièces alors que tout le monde était en pull moche. Henri, il m'a fait signe d'entrer dans la cuisine. J'ai quelque chose pour toi. Plus de surprise, Vance, ai-je plaisanté. Je ne peux pas supporter un autre testament vidéo. Pas de vidéo, a-t-il dit. Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti une épaisse enveloppe de couleur crème. Elle avait l'air vieille. Le papier était jauni sur les bords. Qu'est-ce que c'est? C'est de Julien Thorne, a dit Vance doucement. Le nom m'a encore secoué. Mon père biologique, le rival, l'ennemi. Arthur l'a gardé, a expliqué Vance. Julien te l'a écrite juste avant de mourir. Il l'a envoyée à Arthur, lui demandant de te la donner quand tu serais prêt. Arthur me l'a confiée. Il a dit, donne-la au garçon quand il saura qui il est. J'ai pris l'enveloppe. Mes mains tremblaient, tout comme elle l'avait fait avec le test ADN un an auparavant. Je suis sorti sur le porche arrière. La neige tombait à nouveau, douce et silencieuse. J'ai déchiré le seau. L'écriture était déchiquetée, hâtive. À Henri. Si tu lis ceci, alors Arthur t'a enfin dit la vérité. Ou peut-être l'as-tu découvert à la dure. Connaissant Arthur, il t'a probablement fait travailler pour l'information. Je ne perdrai pas ton temps avec des excuses. Je suis tombé amoureux de ta mère, mais je savais que je ne pouvais pas la voir. Et quand tu es né, nous avons fait un marché, le marché le plus difficile de ma vie. Arthur a promis de t'élever comme un sterling. Il a promis de te donner la discipline qui me manquait. En échange, j'ai promis de rester à l'écart. J'ai promis de ne pas te troubler. Je t'ai observé de loin, Henri. Je t'ai vu gagner le prix d'architecture au lycée. Je t'ai vu obtenir ton diplôme. J'ai vu les jardins que tu as conçus. Tu as mes mains, fiston. Tu as mon besoin de créer. Mais Arthur t'a donné l'acier pour que ces créations durent. Ne le hais pas pour le mensonge. Il t'a protégé de la seule façon qu'il connaissait. Et ne pense pas une seconde que tu étais une erreur. Tu étais la seule chose sur laquelle Arthur et moi étions jamais d'accord. Nous voulions tous les deux que tu sois meilleur que nous. Construis quelque chose de beau, Julien. Je suis resté là, dans la neige, les larmes gelant sur mes joues. Toute ma vie, j'avais pensé que j'étais le résultat d'un moment de faiblesse, d'une rancune, d'une anomalie. Mais je ne l'étais pas. J'étais un traité. J'étais le pont entre deux grands hommes qui se détestaient mais respectaient le potentiel d'un enfant. Sarah est sortie sur le porche. Elle n'a rien dit. Elle a juste enroulé une couverture autour de mes épaules et s'est appuyée contre moi. Ça va, a-t-elle murmuré. Oui.
J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans ma poche, juste à côté de mon cœur. Je pense que je le suis enfin. L'anomalie était corrigée. Non pas en la supprimant, mais en comprenant le code. Le cimetière est calme le matin. J'aime ça. Il est situé sur une colline surplombant la ville. Et d'ici, je peux voir la ligne d'horizon où Sterling Enterprises a bâti son héritage. Je peux voir les parcs que j'ai conçus. Je peux voir le monde avancer. Je me suis tenu devant 2 tombes. Elles ne sont pas côte à côte. Ce serait trop demander à l'univers. Mais elles sont dans la même section. La pierre tombale d'Arthur Sterling est un énorme granit gris, imposant et solide, tout comme lui. La pierre tombale de Julian Thorne est un marbre noir élégant, artistique et moderne, tout comme lui. J'ai posé une rose blanche sur la tombe de Julian, un clin d'œil au sang, à la créativité, à l'étincelle biologique qui m'a fait. Puis je me suis approché de la tombe d'Arthur. J'ai posé un jeu de plans sur l'herbe. C'était le projet du nouveau centre communautaire dont nous allions commencer les travaux la semaine prochaine. C'était abordable, durable et construit pour durer 100 ans. J'espère que ça te plaît, ai-je dit à la pierre. Léo a aidé avec les spécifications de drainage. Il devient vraiment bon à ça. Il a arrêté de porter des mocassins italiens sur le chantier. C'est un progrès. Le vent a soufflé à travers les arbres. Un doux bruissement qui ressemblait à une conversation. Debout là, entre mes 2 pères, j'ai réalisé tout le poids du voyage. Il y a 1 an, j'étais prêt à fuir. J'étais prêt à laisser un morceau de papier me définir. J'étais prêt à laisser un tyran mesquin comme Léo me dire qui j'étais. Mais la famille n'est pas une seule ligne sur un graphique. Ce n'est pas un pourcentage sur un site web. La famille, ce sont les gens qui sont là. C'est Arthur qui a choisi d'élever un garçon qui n'était pas le sien parce qu'il voyait son potentiel. C'est Sarah qui m'a tenu la main quand j'étais invisible. C'est même Léo, à sa manière tordue, qui m'a poussé jusqu'à ce que je craque enfin et que je me défende. Je suis retourné à mon camion. Le Ford F-150 était garé sur le chemin de gravier. Il vieillissait, le compteur kilométrique dépassant les 200 000 miles. Je pourrais en acheter un nouveau maintenant. Je pourrais en acheter une flotte. Mais je l'ai gardé. Il me rappelait d'où je venais. Il me rappelait qu'on n'échange pas la loyauté juste parce qu'on a une meilleure option. Je suis monté et j'ai démarré le moteur. Il a grondé, stable et fiable. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Léo. Salut patron, le coulage du béton pour les fondations est prévu pour midi. Tu viens inspecter? J'ai souri. En route. Ne le laisse pas prendre avant que j'arrive. J'ai mis le camion en vitesse et j'ai descendu la colline, laissant les morts reposer et retournant vers les vivants où il y avait du travail à faire. J'avais une entreprise à diriger, un frère à réhabiliter et un héritage à construire. Mon propre héritage. Je suis Henry Sterling. Je suis le fils d'un visionnaire et d'un titan. Et je ne suis plus une anomalie. Je suis la mise à niveau. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Ce n'était pas une histoire facile à raconter, mais c'est une histoire que je devais partager. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de ma vie, c'est ceci, votre valeur n'est pas écrite dans votre ADN. Nous vivons dans un monde obsédé par les étiquettes, le statut, qui sont vos parents. Nous voyons des gens comme Léo, nés sur la 3e base, pensant qu'ils ont frappé un triple, et nous nous sentons petits. Nous avons l'impression de ne pas être à notre place parce que nous n'avons pas le bon nom de famille ou le bon héritage. Mais la vérité, le seul héritage qui compte, c'est votre caractère. L'intégrité est une monnaie qui ne se dévalue jamais. Le travail acharné est un investissement qui rapporte toujours des intérêts composés. Quand la tempête arrive, et elle arrive toujours, les voitures de luxe et les grands titres ne vous sauveront pas. Ce qui vous sauve, c'est la force que vous avez bâtie quand personne ne regardait. Arthur Sterling m'a appris cela. Il m'a appris qu'être un père n'est pas une question de biologie. C'est une question de présence. C'est enseigner les leçons difficiles. Et à la fin, l'anomalie dont Léo se moquait était en fait ma plus grande force, parce que j'ai dû me battre pour ma place dans le monde.